Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi qui précède Shabbat Parashat Pinchas. Nous allons nous arrêter sur l'attitude de Pinchas et plus exactement la moquerie dont a été victime Pinchas. Lorsqu'on regarde la fin de Parashat Balak et le début de Parashat Pinchas, on remarque l'événement suivant. Ou plus exactement, on remarque que le verset, il mentionne à deux reprises le fait que Pinchas, c'est le fils d'Elazar et le petit-fils d'Aaron à Cohen. Dans le Parashat Balak, chapitre 25, verset 7, le verset il dit Vayar Pinchas, Pinchasvi, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen, le fils d'Elazar, le fils de Aaron, le prêtre. Donc là, on a une première fois où on nous indique qui est Pinchas. D'accord? Ok, donc Pinchas, c'est le fils d'Elazar, petit-fils d'Aaron à Cohen. Parashat Pinchas, c'est 4 versets après. D'accord? 4 versets plus tard, le deuxième verset de Parashat Pinchas est marqué Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Il répète en disant que c'est le fils de Elazar et le petit-fils d'Aaron à Cohen. Pourquoi répéter? On a compris. On aurait pu dire tout simplement Pinchas, il a apaisé ma colère. Et on sait que c'est le fils d'Elazar, le fils d'Aaron à Cohen, on l'a dit il y a 4 versets. Pourquoi se répéter autant? Rashi, il répond à cette question de la manière suivante. Prenez-le dans les sources, dans la source numéro 1, c'est marqué comme ça. Il s'arrête sur les mots Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, les fils Shayu Ashvatim Mevazim Oto. Étant donné que les tribus se moquaient de lui, de Pinchas, en disant, qu'est-ce qu'il disait? Areitem ben Poutizé, avez-vous vu ce fils de Pouti? C'est qui Pouti? Ze shepitem avi imo agalim lavodat elilim. Celui dont le père de sa mère a engraissé des veaux pour ensuite les égorger et les sacrifier pour l'idolâtrie. Donc Pinchas, qui est le petit-fils de Yitro, Yitro c'est le père de sa mère, aurait engraissé des veaux pour ensuite les sacrifier en tant que sacrifice pour l'idolâtrie. Ve'harag nesi shevet mi Israël. Il a tué un prince de la tribu d'Israël. Les fichar ba'akatu. C'est pourquoi le texte retrace sa généalogie. Vichaso achar Aaron, et il a rattaché à Aaron. Donc en 2 mots, le verset il nous dit, en vérité ce qui s'est passé, là on n'est pas en train de mentionner la généalogie de Pinchas, car on la sait déjà dans Parashat Balak 4 versets plus haut. Mais là, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de dire Pinchas est victime d'une attaque sans précédent. On remet en question un de ses grands-pères, qui est Yitro, qui aurait engraissé des veaux pour l'idolâtrie. Et donc, on est en train de se moquer de lui. Et de se dire, voilà, le grand-père, il a fait ça, regardez le petit-fils, il a tué un prince, il a tué Zimri ben Salou, le prince de la tribu de Shimon. Pour ça vient le verset et dire, voilà, Pinchas, c'est aussi le petit-fils de Aaron à Cohen. Donc, ne regardez pas uniquement le côté de son grand-père maternel, regardez également son grand-père paternel. A priori, ça c'est ce que le Rashi vient de dire. Mais on va évidemment poser une batterie de questions. Quand j'ai une batterie de questions, c'est vraiment une batterie de questions. La première question qu'on va se poser est la suivante. Rashi nous dit que les tribus se moquaient de Pinchas. Là, la question est... On comprend du verset que Pinchas a été victime d'une attaque. Mais logiquement, d'où elle vient cette attaque? Elle vient de la tribu de Shimon. Qui est-ce qui est concerné?
Qui est le prince qui a été assassiné, qui a été tué? C'est le prince de la tribu de Shimon. Le reste du peuple, rappelez-vous, la semaine dernière, on a dit, lorsqu'ils sont témoins de la scène, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à pleurer. Le reste du peuple juif, ils n'ont aucune raison d'être contre Pinchas. Ils doivent être pour Pinchas. Donc pourquoi Rashi nous dit que c'est les tribus de manière générale qui se moquent de Pinchas, qui méprisaient Pinchas? A priori, on aurait dû dire, Rashi aurait dû dire, que c'est la tribu de Shimon qui critiquait Pinchas, qui rappelait les origines, les origines, la généalogie de Pinchas du côté de sa mère, de son grand-père maternel. Donc pourquoi Rashi dit que c'est toutes les tribus? Ça, c'est la première question. La deuxième question qui se pose, si déjà on veut critiquer, faisons bien les choses. Si on veut mépriser quelqu'un, il y a des meilleures techniques. Au lieu de dire qu'il a engraissé des veaux pour la Vodazara, on peut dire une autre chose toute simple. On peut dire tout simplement, Yitro, c'est marqué qu'il n'a pas laissé une Avodazara. Il n'y a pas une Avodazara dans le monde qui n'a pas servi. Il n'y a pas une idolâtrie qui n'a pas servi. Donc si déjà on veut attaquer Pinchas, il faut le faire bien. On est d'accord? On ne fait pas les choses à moitié. Pourquoi mettre le doigt sur le fait qu'il a engraissé des veaux pour la Vodazara? Pourquoi ne pas dire son grand-père, c'est le plus grand des idolâtres? En tout cas, c'était le plus grand des idolâtres. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, pourquoi Rashi a besoin de préciser que Yitro, c'est le père de sa mère? Pourquoi il ne dit pas tout simplement son grand-père? Pourquoi il a besoin de préciser que c'est le père de sa mère? Ça, c'est la troisième question. La quatrième question, on voit que Rashi nous dit c'est la raison pour laquelle on a rattaché Yitro, plutôt Pinchas, à Aaron. En disant ça, qu'est-ce qu'il vient dire Rashi? A priori, le verset, il a rattaché Pinchas à Elazar, son père, et à Aaron, son grand-père. Mais Rashi mentionne que Aaron, pour dire qu'en vérité, ici, Elazar n'est pas important. Qui est-ce qui est important ici? C'est Aaron. Donc en vérité, Rashi veut dire que l'élément ici, essentiel, c'est Aaron. Elazar, il est accessoire pour arriver à Aaron. Mais l'information qui est importante pour nous, c'est Aaron ici. La question est la suivante. Puisque le verset mentionnait d'eux, Elazar, c'est pas n'importe qui. Elazar, il a été, dans un premier temps, le fils du Kohen Gadol. Et au moment des faits, il est lui-même le Kohen Gadol. Alors pourquoi ne pas mettre en valeur également le père de Pinchas? Pourquoi Rashi se concentre sur le grand-père uniquement? Pourquoi il ne met pas pourquoi il ne donne pas d'importance au père, qui est Lazare? Un autre élément, une autre question qui se pose, contrairement au verset qui a dit Ben Aaron à Cohen, qui a mentionné le fait que Aaron c'est un Cohen, Rashi il a dit tout simplement, il a rattaché Aaron, il n'a pas dit Aaron à Cohen. De là on comprend que Rashi veut nous dire qu'on veut rattacher ici Pinchas à Aaron, non pas dans sa casquette de Kohen Gadol, mais dans sa casquette de Aaron tout court, sa personnalité tout court. On n'a pas besoin de le rattacher à Aaron à Cohen, en tant que Cohen. Et pourquoi? Pourquoi Rashi le rattache à Aaron tout court et non pas à Aaron à Cohen? On va finir par une dernière question, dans un premier temps. Question générale. Pourri est quelque chose d'étonnant. Pourri, au lieu de se concentrer, qui est le grand-père de Pinchas, on devrait se concentrer tout simplement sur l'action de Pinchas. Pinchas, il a tué Zimri et Cosbi. D'accord? Est-ce qu'il avait le droit ou il n'avait pas le droit? C'est ça la question. C'est sur ça qu'il doit être jugé. Ici, ce n'est pas important qui est son grand-père. Ici, ce qui est important, c'est de savoir est-ce que Pinchas,
il a agi correctement ou c'est un assassin. Si le fait qu'il a mis fin à la vie de Zimri n'est pas légal d'après la Torah, d'après la halakha, c'est un assassin. Il faut le traquer. C'est le prince de Shimon. Donc, soit Zimri, soit Pinchas, pardon, il a bien agi. Et dans ces cas-là, s'il a bien agi, il n'y a pas de raison de le critiquer. Soit Pinchas, il a mal agi. Le peuple juif pensait, les tribus pensaient qu'il a mal agi, soit parce qu'ils ne connaissaient pas la halakha qu'on a évoquée, que l'action de Zimri, lorsqu'elle est faite en public, alors les zélés ont le droit de porter atteinte à sa vie. Donc soit le peuple, les tribus ne connaissent pas cette halakha, soit ils considèrent que la condition elle est qu'uniquement celui qui a un statut de zélé, quelqu'un qui veut venger, si on peut dire, la vengeance de Dieu, il a le droit. Et ils considéraient que peut-être Pinchas ne rentrait pas dans cette catégorie, donc il n'avait pas le droit de le faire. Donc dans ces cas-là, Pinchas est un assassin. Donc il faut dire les choses simples. Soit ils le critiquent parce qu'ils disent Pinchas est un assassin, soit Pinchas a bien agi, et dans ces cas-là, il n'y a rien à redire derrière. Donc laissez-le tranquille. On va voir par rapport à Moshe. Bonne remarque. Très bien. Maintenant, on va commencer à répondre. Alors écoutez la réponse. Ici, ce que Rashi est en train de dire, la réponse que Rashi est en train de ramener, en train de dire que Pinchas a été critiqué, il faut comprendre pourquoi, quelle est la motivation de cette critique. Qu'est-ce qui pousse les gens de mépriser Pinchas? D'accord? Rashi nous dit, c'est pas l'honneur du prince de Shimon qui les dérange ici. Pour eux, le prince de Shimon, il mérite ce qu'il a eu. Ça ne les dérange pas. Ils considèrent que, selon la halakha, Zimri Ben Salou s'est mal comporté. Il a reçu ce qu'il doit recevoir. Alors pourquoi il critique? Pourquoi critiquer Pinchas? Ils critiquent Pinchas parce qu'ils ont un problème. Ils se disent, l'événement, donc Zimri ramène Cosbi devant tout le monde, et il a une relation avec Cosbi devant tout le monde, d'accord? Et il provoque, comme on a expliqué la semaine dernière, il provoque Moshe Rabbeinu. Il le fait devant Moshe, il le fait devant tout le peuple. Donc eux, ils se disent, si Moshe n'a rien dit, et dans tout le peuple, personne n'a rien dit, qui tu es, toi, Pinchas, pour agir, pour faire ce que tu fais? Qui es-tu? Moshe, il dit rien. Aaron, il dit rien. Les enfants d'Aaron, ils disent rien. Les anciens, ils disent rien. Le peuple juif tout entier dit rien. D'où tu sors, Pinchas? Ils considèrent que le fait que Pinchas agit ainsi, il est en train de manquer de respect envers Moshe Rabbeinu et tous les grands du peuple juif. Si eux, ils n'ont rien fait, pourquoi toi tu agis? Qui t'a demandé? C'est ça qui les dérange. La motivation des tribus, c'est pas le prince de la tribu de Shimon. Ça, c'est uniquement la tribu de Shimon qui peut avoir cette réaction. Mais eux, ils sont d'accord que Zimri Ben Salou a mal agi. Mais ils se disent, si vraiment il fallait le faire, alors c'est Moshe Rabbeinu qui doit le faire. C'est les anciens qui doivent le faire. Pourquoi c'est toi qui l'as fait? Qui es-tu pour le faire? Ah, tu dis que toi, tu es un zélé. Avant de le faire, tu as dit à Moshe Rabbeinu, j'ai reçu de ta part que lorsqu'on voit une telle situation, alors les zélés ont le droit de porter atteinte à la vie de Zimri. Donc eux, ils disent, Pinchas, tu dis que tu es un zélé? C'est pas si évident que ça que tu es un zélé. Peut-être que tu es un peu un zélé, mais tu as autre chose. Il y a quelque chose de mélangé à cela. Qu'est-ce qu'il y a de mélangé? Nous, on connaît ton grand-père. Nous, on connaît le père de ta mère.
Et le père de ta mère, c'était Yitro. Yitro, et là on ne va pas attaquer Yitro sur le fait que c'est un idolâtre. Yitro était un homme cruel. Pourquoi un homme cruel? Parce qu'avant de sacrifier des veaux pour l'idolâtrie, il les engraissait. Ça veut dire qu'avant de tuer l'animal, on l'engraisse. Comme si on veut son bien. On lui donne du bon manger. Et finalement, l'objectif, c'est pas lui. Finalement, on va le tuer. Donc ça monte sur un esprit de cruauté. Donc eux, ils veulent dire la chose suivante. Ils veulent dire à Pinchas, peut-être que tu as aussi un sentiment tu es aussi un zélé, mais mélangé au zélé que tu t'affirmes, il y a autre chose pour nous. Pour nous, si tu as été le seul à agir ainsi, c'est qu'il y a un peu de la cruauté qui vient de ton grand-père Yitro. Yitro était un cruel, toi aussi tu es un cruel. Vraisemblablement, tu as hérité ça de ton grand-père. Mais il avait toujours eu cette réputation. Non. Une fois qu'ils ont passé le désert et tout ça, il n'a pas changé. Pinchas est un anonyme jusqu'à présent. Pinchas est un anonyme. C'est la première fois que Pinchas il est au devant de la scène. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu parler de Pinchas. Il n'est pas une personne qui a été évoquée dans les versets comme quelqu'un qui a joué un rôle particulier. D'accord? Donc vous aurez compris qu'ils ne disent pas que Zimri n'est pas du tout un zélé. Ils ne disent pas que ils disent pas que Pinchas n'est pas du tout un zélé. Ils disent pas que Zimri ne mérite pas ce qu'il a reçu. Mais ils considèrent que Pinchas a également des motivations étrangères. En deux mots, ces motivations ne sont pas des motivations très nobles. Il a aussi un mélange, un lien intérieur de lui. Vous savez, des gens, ils font des choses. Et il y a des motivations, plusieurs types de motivations. D'accord? Vous avez des gens, par exemple, ils font taire les gens à la synagogue. D'accord? Et on se met à crier sur d'autres. D'accord? On peut se dire, il fait bien. Il y a marqué il faut faire taire les gens. D'accord? Mais des fois, ça peut venir aussi d'une volonté d'avoir de l'autorité, d'une volonté de rabaisser quelqu'un, peu importe. Donc là, ils vont mettre le doigt, sur cela. Donc maintenant, on a compris quoi? On a répondu à deux questions déjà. Est-ce que le peuple considère que Pinchas est un assassin? Non. Ils ne considèrent pas que c'est un assassin. Parce qu'ils connaissent la halakha, ils savent ce que Zimri mérite, mais ils considèrent que dans les motivations, ils sont en train de faire un procès d'attention au niveau des motivations de Pinchas. Est-ce que la motivation de Pinchas, c'est uniquement la volonté de venger la vengeance de Dieu, où il est mélangé également quelqu'un de cruel, d'accord, qui a mélangé, il a fait du zèle, il a mélangé la vengeance de Dieu avec également autre chose, qui est cette nature de cruauté qu'il a hérité de son grand-père. Et maintenant, on comprend également, répondre à la première question, pourquoi c'est pas uniquement la tribu de Shimon qui critique Zimri, qui critique Pinchas, mais c'est tout le peuple juif, c'est tous les tribus. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que ce qui dérange les tribus, c'est quoi? C'est le fait que personne n'a agi. C'est le kavod de Moshe Rabbeinu et de tout le peuple juif. Si personne n'a rien fait, qui es-tu toi pour faire? D'accord? Et ça, c'est pas un argument qui peut venir de la tribu de Shimon. Ça, c'est un argument qui vient de toutes les tribus. D'accord? Maintenant, on peut m'ajouter une petite question pour développer la réponse. Pourquoi Rashi a besoin de préciser que dans la moquerie, ou dans le mépris qu'ils ont eu pour Pinchas, ils ont précisé qu'il a tué un prince? Si on mentionne que c'est un homme cruel, d'accord, et que c'est un assassin,
Est-ce qu'il y a une différence si un homme, il a tué un homme simple ou un homme important? Un assassinat, c'est un assassinat. Un meurtre, c'est un meurtre. Pourquoi il a besoin de préciser, pourquoi Rachi a besoin de préciser qu'il a tué un prince d'Israël? Ça n'a aucune différence. Si on parle de cruauté, il n'y a aucune différence. D'accord? Prendre la vie d'une personne, c'est grave en soi-même. Peu importe quel est son statut social. Ça n'a pas d'importance. Un humain, c'est un humain. La réponse à cette question est la suivante. Vous savez, dans la nature de l'humain, quelqu'un qui est cruel, si de manière générale il est cruel, il va être davantage cruel avec des gens qui sont de son antithèse. Avec des gens qui sont de son antithèse, c'est-à-dire des hommes de bonté. Lui, c'est un homme cruel. En face de lui, il a un homme de bonté. Comme il a affaire avec le contraire de lui-même, alors le sentiment de haine et de cruauté est beaucoup plus fort. Eux, ils ont voulu dire, venez, on observe les deux bonhommes. Venez, on observe les deux personnalités. L'agresseur et la victime. Regardez la différence. Pinchas, on a déjà dit, son grand-père, c'est qui? Et il le soupçonne d'avoir hérité la cruauté de son grand-père. De l'autre côté, nous avons le prince. C'est quoi un prince? C'est quoi un assis? Venez, on regarde le comportement de Zimri ben Salou. Zimri ben Salou, à l'origine, n'a pas fauté. Qui est-ce qui a fauté? On dit que les 24 000 qui ont fauté, qui sont morts dans l'épidémie, ils étaient de la tribu de Shimon. Donc, ceux qui étaient concernés, essentiellement par cette faute, c'était la tribu de Shimon. Ils sont partis voir leur prince. Et ils lui ont dit, on va être condamné à mort. Et toi, tu es là, tu fais rien pour nous? Alors, par acte de solidarité, il a décidé de faire ce qu'il a fait. De prendre lui aussi une Midianite, de prendre une fille de prince, une fille de roi, une princesse, Cosbi Batsour, et de faire ce qu'il a fait. Donc en fait, le comportement de Zimri ben Salou à l'origine, il n'est pas lui parti chercher une Midianite. Il a fait cela uniquement comme un acte de solidarité envers sa tribu. Donc les gens, ils disent, regardez la différence. Zimri ben Salou, c'est un dirigeant, quelqu'un qui s'occupe des autres. Donc un homme de bonté. C'est pour ça que c'est un homme, c'est pour cela c'est un prince. D'accord? Parce qu'il s'occupe de tout le monde. Il est là pour s'occuper, en tout cas, des membres de sa tribu. Et regardez cet homme-là, il savait qu'il risquait. Oh. Et malgré tout, il s'est mis en danger. Donc c'est un homme de bonté. Et de l'autre côté, vous avez un cruel. Et donc ils veulent montrer le cruel, les motivations de cruauté, la nature cruelle, elle va ressortir davantage chez Pinchas lorsqu'il a en face, lorsque la victime est un homme de bonté. Il ne supporte pas la bonté. D'accord? Ça, c'est la critique. Et qu'est-ce qu'on fait avec Pinchas, le pauvre? Ils l'ont complètement, au niveau de son profil, ils l'ont complètement massacré, le pauvre. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec Pinchas? Vient Kadosh Baruch Hu et il dit, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Pinchas, son agissement, contrairement à ce que vous avez avancé, vous lui avez fait un mauvais procès d'attention. Vous l'avez attaché à son grand-père maternel. Mais en vérité, c'est faux. Son acte n'est pas le résultat d'une cruauté, mais c'est le résultat d'une bonté. Et là, je fais une petite parenthèse, avant de passer à la suite. Quelque chose d'intéressant. À qui
un garçon il ressemble plus dans sa nature à son père ou à sa mère? Son père. À qui une fille elle ressemble plus dans sa nature, à son père ou à sa mère? Sa mère. Alors, il y a des deux côtés. La vérité, c'est que même dans la Torah, il y a lieu, c'est vrai, même dans la Torah, il y a lieu de dire d'un côté comme de l'autre côté. Mais là, je vais vous ramener une source dans laquelle on va dire que le garçon, il ressemble à sa mère et la fille, elle ressemble à son père. Une source. Ça ne veut pas dire que c'est exclusivement comme ça. Normal. Vous allez voir là que finalement, on va dire que non. Mais il y a lieu de dire ça. Il y a lieu de dire une chose pareille. Il y a lieu, je dis bien. Comment on voit ça? Comment nous voyons ça? La Gemara, elle dit, dans le traité Nida, Ish mazriya trila, yoledet nekeva. Isha mazriya trila, Isha mazriya trila, yoledet zahar, pardon. Et le contraire, Ish mazriya trila, yoledet nekeva. Sans rentrer dans le sens qu'il y a derrière. Certains ont voulu expliquer, et d'ailleurs l'Admor Azaken a expliqué ça par rapport à son petit-fils, le Tzemar Tzedek. Rabbi Menachem Mendel, le troisième rabbi de la dynastie Chabad. Et il lui a dit comme ça: toi, tu es lié avec ta mère. Sa mère, elle s'appelait, si je ne me trompe pas, Dvorah Léa. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien particulier entre le fils et sa mère. Et ta mère, elle est liée à moi. Parce qu'il y a un lien entre la fille et son père. Donc de là, on voit qu'a priori, il y a un lien entre le petit-fils et son grand-père maternel. Puisque lui se rattache à sa mère et sa mère se rattache à son père. Donc il y a un lien entre le petit-fils et le grand-père maternel. Je ne dis pas c'est exclusif, je ne suis pas en train de dire ça. D'accord? Mais il y a lieu de dire ça. Il y a des textes dans lesquels on peut appuyer cette thèse. Et c'est la raison pour laquelle le verset il vient contredire cette thèse. Comme c'est une vraie thèse, il vient de dire, vous vous trompez le peuple juif. Vous êtes en train de faire un mauvais procès d'attention à Pinchas. D'accord? Pourquoi? Parce que Pinchas, son grand-père maternel, c'est qui? C'est Aaron à Cohen. C'est Aaron tout court. Eve mitalmidav shel Aaron. Oev shalom verodev shalom. C'est qui Aaron? Aaron, c'est un homme de paix. On a expliqué dans les cours précédents la grandeur de Aaron, même par rapport à Moshe. Aaron, c'est un homme de paix. Il faisait la paix entre deux amis. Il faisait la paix entre les couples, entre les hommes et les femmes. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, regardez, si on regarde l'acte de Pinchas, l'acte en lui-même, c'est un acte qui est très dur, c'est un assassinat. Et a priori, extérieurement, c'est de la cruauté. Quelqu'un qui est prêt à tuer, c'est un homme cruel. L'acte en lui-même, il est cruel. Mais ne regardez pas uniquement l'acte, regardez le résultat. Quel a été le résultat du comportement de Pinchas? Après que Pinchas a fait ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu dit Pinchas ben Lazar ben Aaron à Cohen, Eshiv et Hamati me'al bene Israël. Il a apaisé ma colère du peuple juif, Bekano et Kinati betocham, en vengeant ma vengeance. Velo chiliti et bene Israël bekinati. Grâce à ça, je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation. On voit clairement que le résultat du comportement de Pinchas a sauvé le peuple juif. Et il a refait le shalom entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. La reine est mort. Ineni noten lo et beriti shalom. Il a ramené le shalom. Pinchas a ramené le shalom entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Moi aussi, je lui donne cette alliance de shalom, et à partir de là, Pinchas est nommé en tant que Cohen, et ses descendants sont aussi des Kohanim. Donc ça, c'est en vérité ce que le verset vient nous dire.
Pinchas ben Lazar ben Aaron Cohen est en train de nous dire, vous êtes en train de faire un mauvais procès d'intention et de dire que le comportement, vous arrêtez sur l'action en elle-même, qui est une action dure, tuer c'est dur, tout le monde n'est pas capable de tuer. Beaucoup de personnes lorsqu'ils voient du sang, ils n'arrivent pas. Tout le monde n'est pas un tueur, d'accord? Tout le monde n'est pas un soldat. Voir du sang, tuer quelqu'un, même lorsque c'est légitime, tout le monde n'est pas capable de le faire. D'accord? Mais ne vous arrêtez pas sur ça. Arrêtez-vous sur le résultat. Pinchas, sa motivation, c'est pas tuer. Pinchas, c'est un homme de paix. Mais Pinchas a compris que dans cette situation, pour arriver à l'objectif d'apaiser la colère de Dieu, il faut passer par là. Et c'est ça qui va faire le shalom entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc Pinchas s'est concentré sur l'objectif. Et le comportement de Pinchas, il est lié, il a hérité de qui? De son grand-père Aaron. Et c'est la raison pour laquelle Rashi met en avant non pas Aaron à Cohen, mais Aaron en tant qu'homme de paix. Et d'après ça, on a compris également, on a posé la question, pourquoi lorsqu'ils l'ont critiqué, ils ont mentionné que Yitro c'était le père de sa mère. Parce qu'on a compris qu'ils ont fait référence, ils n'ont pas dit simplement c'est son grand-père, c'est le père de sa mère. Ils ont voulu faire référence que peut-être il y a lieu de dire qu'il a hérité du père de sa mère, comme on a évoqué. Et là, le verset dit non, c'est pas ça. Son action, elle est liée au père de son père, à Aaron. Magnifique. Donc là, déjà, on a répondu globalement à toutes les questions. On a répondu également pourquoi ce qui nous intéresse, c'est pas Elazar. Parce que ici, c'est pas intéressant de dire que Elazar scintille bien. Là, on est en train d'expliquer d'où vient la motivation, faire le lien avec le shalom. Le shalom, d'où il vient le shalom? Le shalom, c'est Aaron. D'accord? Elazar n'est pas important. D'après ça, on comprend également pourquoi on a précisé que Zimri ben Tzalou, c'est un prince. Dans l'argumentaire, dans l'attaque des tribus, on dit regardez la différence entre un homme cruel et un homme bien et un homme de bonté. Et que l'homme cruel, ce sentiment de cruauté, il se réveille davantage chez un homme de bonté. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, il témoigne finalement qu'en vérité, le comportement de Elazar, c'est lié à Aaron. Quel enseignement on peut tirer de cela? Alors, il y a plusieurs enseignements qu'on peut tirer de cela. Premier enseignement. Lorsqu'on voit quelqu'un qui agit bien, mais on va le critiquer sur ses motivations, dit qu'il agit bien, ses motivations, c'est pas blanc-blanc. D'accord? C'est soit gris, soit noir, soit gris clair, soit gris foncé. Il y a d'autres choses, il a d'autres motivations. Alors, est-ce que c'est bien de le faire? C'est pas bien de le faire. D'accord? Pour quelle raison c'est pas bien de le faire? Premièrement, lorsqu'on veut dire qu'une personne, il ne fait pas les choses parce que la chose doit être faite pour Dieu, mais il le fait pour son intérêt personnel, pour ses motivations personnelles. D'accord? Alors ça, nous avons la Gemara qui nous dit que c'est ramené dans la Halacha. Leolam yasok adam betorah mitzvot shelo lishma, ou mitor shelo lishma, ba lishma. Même si on va dire que les motivations sont mauvaises, mais aujourd'hui c'est shelo lishma, aujourd'hui il n'a pas les meilleures motivations, finalement il fera lishma. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle même si les motivations sont mauvaises, on dit qu'il doit agir ainsi. Même si ses motivations sont mauvaises, aujourd'hui, il doit continuer à bien agir. Et donc, il ne faut pas le critiquer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a une explication qui dit comme ça. Même si aujourd'hui, cet homme, ce qu'il agit, il n'a pas les meilleures motivations. Alors, il faut savoir qu'un juif,
c'est complexe un juif. C'est-à-dire, lorsqu'un juif il fait une mitzvah, il fait quelque chose de bien, même s'il a des intérêts, il fait ça par intérêt, mais au fond du fond, sa volonté en vérité c'est faire pour Akadosh Baruch Hu. Ça c'est l'explication mitor. Leolam yasok adam betor mitzot shel lishma. Ou mitor shel lishma balishma. On veut dire qu'en vérité le tor, l'intérieur, en vérité, sa motivation la plus profonde, elle est pour Dieu. Extérieurement, il le fait pour ses intérêts personnels. Mais à l'intérieur de lui, il fait ça pour Akadosh Baruch Hu. Donc il ne faut pas le critiquer. D'accord? Et troisième chose, pourquoi il ne faut pas critiquer? Il ne faut pas critiquer parce que tout simplement, il se peut qu'on fait un mauvais procès d'intention, comme ça a été pour Pinchas. Finalement, ils lui ont fait un mauvais procès d'intention. Ils ont voulu dire que Pinchas, il a agi par cruauté. Non, Pinchas n'a pas agi par cruauté. Pourquoi vous l'avez rattaché à son grand-père maternel? Vous avez eu envie de le rattacher à son grand-père maternel. Vous aurez pu le rattacher à son grand-père paternel. Vous aurez dû faire le même calcul que Dieu a fait. D'accord? Donc finalement, vous lui avez fait un mauvais procès d'intention. Et ça, c'est une erreur que chacun d'entre nous peut faire. Si on va juger quelqu'un qui veut faire quelque chose qui en soi-même est bien, mais on va dire que ses motivations sont mauvaises, qui nous dit que ses motivations sont mauvaises? Est-ce qu'on est dans son cœur? On est dans sa tête? Est-ce qu'on arrive à voir ce qui se passe à l'intérieur de la personne pour comprendre ses motivations? Comment on peut affirmer avec certitude une chose pareille? De plus, pour entrer dans la psychologie humaine, qu'est-ce qui fait qu'un homme, il agit bien, mais il a des mauvaises motivations? Il est en train de dire qu'en vérité, ce type-là, soit il fait ça par orgueil, d'accord? Vous croyez quoi? Il agit bien, vous croyez qu'il fait ça pour l'humanité? Vous savez, vous croyez que c'est un philanthrope? Vous pensez que c'est quelqu'un de bien? Mais non, il ne fait pas ça. C'est pas l'humanité, c'est pas un philanthrope. C'est son intérêt, c'est son ego. D'accord? Donc, c'est son orgueil. Il fait ça pour son orgueil, pour avoir du kavod, pour avoir de l'honneur. D'accord? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, moi je ne fais pas comme lui, parce que moi je suis humble. Moi je ne cherche pas les honneurs. Mais lui, pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il cherche les honneurs. D'accord? Donc en disant ça d'une certaine manière, on est en train de dire, c'est pourquoi je ne fais pas? Parce que moi je suis humble. C'est pourquoi lui fait? Parce que lui, c'est un orgueilleux. Alors est-ce que c'est juste de faire ça? Non, c'est pas juste. Et en vérité, c'est juste le contraire. Pourquoi je suis en train d'affirmer cela? Je suis en train d'affirmer cela parce qu'en vérité, c'est moi l'orgueilleux. Quand je critique, c'est moi l'orgueilleux. Pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de critiquer? Lui, on va dire, disons qu'il fait par orgueil. Mais pourquoi j'ai besoin de le dire? Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il agit par orgueil? Qu'est-ce qui me dérange? Ce qui me dérange, c'est que moi, l'humble, a priori, l'humble, je représente l'humilité dans toute sa splendeur, dans son apothéose, d'accord? J'ai du mal à accepter qu'il y a quelqu'un qui fait mieux que moi. Ça me dérange, d'accord? Il est mieux que moi, il fait plus que moi, d'accord? Et donc, c'est ce sentiment d'humilité que je me dis pourquoi il est mieux que moi, qui me dérange. En vérité, c'est mon orgueil qui est touché. C'est mon orgueil qui est touché. C'est mon amour-propre qui est touché. Il fait mieux que moi. D'accord? Donc je suis dérangé. Donc c'est pas l'humilité c'est pas l'humilité qui parle ici. C'est mon orgueil qui parle. Et si je suis un homme orgueilleux, pourquoi je ne fais pas comme lui? Parce que je suis un fainéant. Parce qu'à part le fait d'être un orgueilleux, je suis aussi un fainéant. Et comme je suis fainéant, j'ai pas envie de faire ce que lui fait. Lui, peut-être qu'il fait ça parce qu'il a d'autres intérêts. Mais au moins, c'est pas un fainéant. Et moi, je suis les deux. Je suis un orgueilleux et un fainéant à la fois. C'est pour ça que je critique. D'accord? La réponse, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est que je dois pas le critiquer, comme on a expliqué. Parce que, ça montre que je suis un fainéant et ça montre que je suis un orgueilleux. Et de plus, il se peut que je me trompe carrément.
je suis en train de porter un faux jugement, un mauvais procès d'intention à mon frère juif. En train de dire qu'il a des mauvaises motivations, alors qu'il a de bonnes motivations. Donc l'enseignement qu'on doit prendre de la parashat Pinchas, c'est juger bien. Juger bien son entourage. D'éprouver, d'avoir un bon œil sur l'autre. De bien le juger. De penser bien sur l'autre. De se dire que les motivations de l'autre, ils sont nobles. Pas essayer de chercher les mauvaises motivations de l'autre. Essayer de chercher le mal qu'il y a chez l'autre. Mais essayer de voir le bien qu'il y a chez l'autre. Et c'est sûr et certain que lorsqu'on a cet œil-là, ce Aïn Tova, ce lève tov, ce cœur qui est bon, ce Aïn Tova, alors ça ramène la Vat Israël. Et par cela, on est zoré à la Géoula, à Mitit, à Shlema. Shabbat Shalom.